Bon, bienvenue. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc effectivement, on va parler d'un sujet dont on parle jamais, et qui est pourtant un sujet super important, qui est la question des conflits. C'est quoi un conflit? Ça vient comment? Pourquoi il faut s'en occuper? Comment on peut s'en occuper? Et comment on peut finalement, effectivement, essayer d'en tirer profit, c'est-à-dire de s'en servir, bonjour, pour améliorer des situations. Moi, je suis consultant. J'ai été consultant en communication, consultant en organisation, consultant en ressources humaines. Je suis coach aussi. J'accompagne beaucoup de questions de juste place au travail. Ma spécialité en bas, c'est la juste place au travail. Et on s'aperçoit d'ailleurs souvent que dans les questions, beaucoup de questions de conflit sont liées à des questions de place, mais on y reviendra. Si je ne suis pas à ma place, si je veux prendre toute la place, si je ne prends pas ma place, alors c'est une base de conflit potentiel. Mais là, on va se focaliser effectivement sur les questions conflictuelles. Et c'est une question que je trouve intéressante, une question que je trouve importante. C'est une question dont, à mon avis, on ne parle pas assez, a fortiori dans un monde qui est à la fois, d'ailleurs, qui est très ambivalent par rapport à ça, parce qu'il est plutôt de plus en plus violent, d'une certaine manière. On voit bien apparaître, notamment dans la sphère politique, des niveaux de conflit dont on avait perdu l'habitude. Et en même temps, c'est un monde qui ne veut pas de conflit. On est dans une situation paradoxale collectivement. Il y a plutôt de plus en plus de conflits. On voit bien que la société, elle se fractionne, elle se fracture net plus facilement. Poser des questions et des pensées conflictuelles de plus en plus facilement. Poser des questions et des pensées conflictuelles de plus en plus facilement, avec tout le confort que peut procurer l'anonymat correspondant. Et en même temps, on aimerait qu'il n'y ait surtout aucun conflit. Le mot d'ordre aujourd'hui, l'antienne des DRH aujourd'hui, c'est concilier exigence et bienveillance. Ouais, si tant est que ce n'est pas possible. Et puis, de la même manière, bonjour, bienvenue, installez-vous tranquillement. Moi, j'ai été marqué, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu récemment, ça va plus parler peut-être aux hommes qu'aux femmes, mais moi, je lis l'Équipe tous les jours. L'Équipe est une extraordinaire source d'information et de formation. Ma formation au coaching, je la fais en lisant l'Équipe. C'est super intéressant, il y a énormément d'informations parce qu'il est énormément question de performance individuelle et collective, de façon très concrète, avec beaucoup d'informations associées, d'interviews, de considérations. En entreprise, on ne sait pas si les gens sont performants ou pas, surtout vu de l'extérieur. Et si la performance a été construite, on ne sait pas comment elle a été construite. Par contre, dans le monde sportif, c'est beaucoup plus clair et on a beaucoup plus d'informations. Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu récemment, il y a eu un scandale dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille récemment. Alors, c'est assez classique, hein, l'Olympique de Marseille. Deux joueurs se sont mis sur la figure. Au fond, on pourrait considérer que c'est complètement normal que des joueurs, que dans un sport qui est un sport quand même de conflit, qui est un sport d'affrontement par nature, a fortiori à Marseille, que des jeunes hommes virils chargés de testostérone, à un moment donné, à la sortie d'un match qui s'est super mal passé, en viennent aux mains dans un vestiaire, pourrait à la vite considérer que ça n'a finalement aucune importance. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu personne allé à l'hôpital, ils ne se sont pas crevés les yeux, ils se sont juste un peu mis sur la figure. Mais aussitôt, ça fait un scandale, la direction du club explique que c'est impensable, et donc on va virer le meilleur joueur du club sous prétexte qu'il est impliqué dans l'affrontement. Tout ça ne témoigne pas d'une compréhension très claire de ce qu'est un conflit au travail. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de tabou du conflit. Et en même temps, dans le monde professionnel, et vous le savez, vous le vivez certainement d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas ne pas y avoir de conflit. C'est impossible qu'il n'y ait pas de conflit. C'est quoi une entreprise? C'est une structure productive, tournée vers la performance, dédiée dans une entreprise privée notamment à satisfaire les intérêts financiers des actionnaires, dans lequel des gens qui n'ont pas choisi de travailler ensemble, dont les personnalités et les intérêts sont divergents, se retrouvent à fonctionner ensemble sous contrainte. Expliquez-moi comment il ne pourrait ne pas y avoir de conflit. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important de regarder la question, et notamment de la déterrer de l'endroit, du tapis, de sous le tapis. Bon, là, j'ai pas de tapis, donc je peux pas... Ça marche pas métaphoriquement. Bonjour, bienvenue. De déterrer cette question de sous le tapis où elle est.
Alors voilà, je vais vous raconter des trucs. N'hésitez pas à réagir, et surtout à la fin, n'hésitez pas à poser des questions, à témoigner, à poser des questions, hein, voilà, Ça ne sortira pas d'ici. à faire des remarques, ça ne sortira pas d'ici. Et si même vous avez des questions, des témoignages, des réactions en cours que vous avez envie de faire à chaud, n'hésitez pas non plus. Je suis comme un gros chat, je retombe assez facilement sur mes pieds. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Donc on va évoquer différents sujets rapidement, hein, je vous étais prêt. Je voudrais évoquer 3 raisons pour lesquelles fond, parce que je trouve ça d'abord super intéressant. Et ensuite parce que c'est individuel. J'aime bien ça au fond, parce que je trouve ça d'abord super intéressant. Et ensuite parce que c'est un des... J'aime bien ça au fond, parce que je trouve ça d'abord super intéressant. Et ensuite parce que c'est un des endroits... J'aime bien ça au fond, parce que je trouve ça d'abord super intéressant. Et ensuite parce que c'est un... Vous savez, dans beaucoup de missions de conseil, souvent, pouvoir d'influence positif. Vous savez, dans beaucoup de missions de conseil, souvent, pouvoir d'influence positif. Vous savez, dans beaucoup de missions de conseil, souvent, missions de conseil, elles ne servent pas d'influence positive. Vous savez, dans beaucoup de missions de conseil, souvent, missions de conseil, elles ne servent pas toujours à grand-chose. Vous savez, dans beaucoup de missions de conseil, souvent, missions de conseil, elles ne servent pas toujours à grand-chose. Parfois, on fait des trucs, on nous demande de faire des trucs pour les faire. Mais par contre, dans des situations vraiment conflictuelles, quand on rentre dans une situation conflictuelle, on va avoir un pouvoir d'influence. Et en plus, c'est un des endroits où un consultant peut être utile parce que quelqu'un qui est neutre, qui est indépendant, qui vient de l'extérieur, qui n'a pas d'intérêt en jeu, est beaucoup mieux placé souvent que n'importe qui à l'intérieur de l'organisation et du conflit pour comprendre réellement ce qui est en train de se passer et à partir de là, ce qu'on peut faire. Donc je voudrais vous raconter différentes histoires dans différents cadres conflictuels. Toutes ces histoires sont vraies. Je vais les rendre anonymes, bien évidemment. Je ne vais pas vous expliquer où elles se sont produites, quand, comment, etc. de façon trop détaillée, pour maintenir l'anonymat correspondant, mais de façon à ce qu'on puisse l'illustrer et qu'on puisse voir comment naissent des conflits et comment on peut les traiter à partir d'exemples complètement réels de vécu ordinaire du monde de l'entreprise. Et puis après, je vous ferai une petite conclusion, parce qu'il y a 2-3 idées qui me tiennent vraiment à cœur par rapport à ça. Et puis après, je vous laisserai réagir. Mais là encore, si vous voulez réagir avant, s'il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou qui vous questionne, n'hésitez pas, ça sera d'autant plus vivant. Et bien, je vois que la salle s'est remplie, c'est parfait. C'est sympa, en tout cas pour moi. Alors, 3 bonnes raisons d'adresser les conflits plutôt que de les enterrer, plutôt que de faire comme s'ils n'avaient pas lieu. Donc la première raison, je l'ai adressée rapidement déjà, mais je voudrais y revenir. Les conflits sont naturels. Il ne peut pas ne pas y en avoir. Que ce soit dans les familles, en politique, dans les organisations, et qu'elles soient privées, publiques, que ce soit des ONG. Les ONG, souvent, c'est pire que les organisations privées, d'ailleurs en matière de conflit, parce que comme les intervenants sont bénévoles, le mode de régulation des relations est en hiérarchique. Donc les conflits, ils sont conflits, pour moi, exprimés et refoulés de manière plus problématique. Toujours, d'une manière ou d'une autre, mais généralement d'une manière plus problématique. Toujours, d'une manière ou d'une autre, mais généralement d'une manière plus problématique. Toujours, d'une manière ou d'une autre, mais généralement d'une manière plus problématique. D'une manière ou d'une autre, mais généralement d'une manière plus problématique. Bien sûr, on ne va pas outrepasser certaines limites, clairement, dès lors que, bien sûr, on ne va pas outrepasser certaines limites, et dès lors que, bien sûr, on ne va pas outrepasser certaines limites, et dès lors qu'on peut accepter de réfléchir ensuite à ce qui s'est passé, plutôt que de faire comme si tout allait bien, toujours, tout le temps, dans tous les cas. Première raison. Donc, première raison, voilà, le conflit est naturel et inévitable, il ne peut pas ne pas y en avoir. Deuxième raison importante pour s'y intéresser, il n'y a jamais de conflit sans raison. Oui, il y a des personnalités qui génèrent parfois plus de conflits que d'autres, ça c'est vrai. Il y a des gens qui aiment le conflit plus que d'autres, il y a des gens qui s'en nourrissent. On voit des gens en politique, par exemple, qui vraiment ont une certaine capacité à se nourrir du conflit, donc ils vont aller le chercher. Mais il n'y a jamais de conflit sans raison. Le conflit, il dit toujours quelque chose. Dans une organisation, par exemple comme la vôtre, le conflit est toujours un symptôme. S'il y a un conflit dans une équipe, s'il y a un conflit entre 2 équipes, s'il y a un conflit entre 2 directions, certes, il a pu être alimenté par des personnalités plus conflictuelles que d'autres, mais il y a toujours une raison, il dit toujours quelque chose. Un conflit, il est toujours symptomatique de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui n'est pas en place, de quelque chose qui ne s'est pas exprimé. Et c'est pour ça qu'il doit être entendu, parce qu'à comprendre ce qu'est ce conflit et d'où il vient,
on doit a priori pouvoir comprendre et donc adresser quelque chose d'important. Il n'y a jamais de conflit sans raison. C'est pas possible. Et troisième très bonne raison de s'y intéresser, dans tous les cas, c'est que si on ne s'y intéresse pas, on enquiste la situation. Les conflits au travail, c'est comme les douleurs dentaires. Une douleur dentaire, à moins qu'elle soit très superficielle, que ce soit juste une petite douleur, s'il y a un problème, il doit être long, plus ça va dans une équipe. Il commence à y avoir une tension systématique. Entre deux individus, par exemple, dans une équipe, il commence à y avoir une tension systématique. Entre deux individus, par exemple, dans une équipe, il commence à y avoir une tension systématique. Individus, par exemple, dans une équipe, il commence à y avoir une tension systématique. Le manager n'a pas le droit de ne pas s'en occuper. Systématique. Le manager n'a pas le droit de ne pas s'en occuper. Bien sûr, le manager n'a pas le droit de ne pas s'en occuper. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en occuper. Pas le droit de ne pas s'en occuper. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en occuper. Pas le droit de ne pas s'en occuper. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en occuper. S'en occuper. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en occuper. Beaucoup occupé. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'en occuper. Beaucoup jouent à courage fuyant. On peut le comprendre. On l'a tous fait, un titre ou un autre. C'est pareil dans les familles. On joue tous à courage fuyant. Mais c'est jamais une bonne idée. Moins le conflit est traité, plus il s'aggrave. Et ça, je l'ai vécu plein de fois en entreprise. Souvent, en tant que consultant, quand on est appelé, c'est qu'il est très tard. Généralement, pour qu'on appelle un consultant, pour qu'on paye un consultant pour gérer une situation conflictuelle, c'est globalement qu'elle a déjà beaucoup dégénéré. Et à ce moment-là, quand on arrive, effectivement, il est très tard. Il n'est jamais trop tard, en réalité, mais il peut être très tard. Mais plus tôt on le traite, moins ça s'enquiste, plus c'est facile. Parce que quand deux individus n'ont pas encore eu le temps, et je dis deux individus, mais ça peut être deux équipes, hein, bien sûr, n'ont pas encore trop eu le temps de se mettre sur la figure, entre guillemets, il n'y a pas encore trop de passif. Plus on va le laisser traîner, plus il va y avoir du passif. Et plus il va y avoir aussi, comme des douleurs d'ailleurs physiques, plus il va y avoir des effets induits. C'est-à-dire, je vois des équipes où, par exemple, deux personnes sont en cas, à un moment donné, vous avez mal aux pieds. Si vous voulez, à la tête, aux dents, après, il y a plein de... En compensant, vous allez vous faire mal au dos. À la tête, aux dents, après, il y a plein de... En compensant, vous allez vous faire mal au dos. À la tête, aux dents, après, il y a plein de... Voilà, et après, il va falloir que l'ostéo, il reprenne tout ça en main. C'est pareil dans les équipes. Je vois des personnalités, elles rentrent en conflit, on ne veut pas adresser le conflit, on ne veut donc pas s'adresser aux personnalités en conflit, on commence à les éviter, et donc tout le système commence à être défaillant en réalité. Donc il faut absolument, même si c'est un peu contre-culturel aujourd'hui, traiter les problèmes quand ils émergent. Plus on les traite tôt, quels qu'ils soient, mieux c'est. Et c'est vrai dans les couples aussi, c'est vrai dans les familles aussi. Et idéalement, ça serait vrai en politique aussi, mais là, pour le coup, on n'est pas très bien avancé en ce moment. On a un peu tendance à ne pas vouloir traiter. Donc, comment on traite? Juste trois questions intéressantes, et qui sont applicables pour tout le monde, tout le temps, à peu près dans tous les cas. Peut-être que ça vous parlera professionnellement, peut-être que ça vous parlera personnellement. La première chose qui est très importante, et que je vois très mal pensée et vécue aujourd'hui, c'est que la première chose à faire, c'est d'accepter qu'il y a un conflit. Il faut accueillir le conflit. Il faut ne pas le dénier. Il faut accepter qu'il y a un conflit. Et qu'en soi, c'est pas grave. C'est souvent pas grave, surtout au début. En tout cas, même si c'est grave, c'est comme les douleurs dentaires. C'est pas plus tôt on l'accepte, plus facilement on va chez le dentiste, plus confortable c'est. Et même si c'est un abcès, etc., la seule chose à faire, ça va quand même être d'accepter qu'on a mal aux dents. Pour lesquelles on a tous à des degrés différents. Même un homme politique, il sait qu'il a besoin de plaire à 51% des gens. Il y a toujours des gens qui vont le détester. Même un homme politique, il sait qu'il a besoin de plaire à 51% des gens. Il y a toujours des gens qui vont le détester. Même un homme politique, il sait qu'il a besoin de plaire à 51% des gens. Il y a toujours des gens qui vont le détester. Un homme politique, il sait qu'il a besoin de plaire à 51% des gens. Il y a toujours... On peut être considéré comme plus sympa ou moins sympa, ça c'est... On peut être considéré comme plus sympa ou moins sympa, ça c'est vrai. On peut être considéré comme plus sympa ou moins sympa, ça c'est vrai. On peut être considéré comme plus sympa ou moins sympa, ça c'est vrai.
Mais il y a toujours des gens qui vont projeter, considérés comme plus sympas ou moins sympas, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui vont projeter sur nous, comme plus sympas ou moins sympas, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui vont projeter sur nous, par exemple, sympa ou moins sympa, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui vont projeter sur nous, par exemple, des choses moins sympas, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui vont projeter sur nous, par exemple, des choses négatives, ça c'est vrai. Mais il y a toujours des gens qui vont projeter sur nous, par exemple, des choses négatives. C'est toujours possible. A fortiori, si on est en position de pouvoir. Il y a nécessairement des gens qui veulent notre place. Il y a nécessairement des gens qui auraient bien aimé l'avoir. Il y a nécessairement des gens à qui on avait promis qu'ils l'auraient. Il y a nécessairement des gens qui vont projeter sur nous des choses négatives. Donc ça, il ne faut pas que ça nous empêche d'accepter que, bah oui, il peut y avoir conflit, il peut y avoir désaccord, il peut y avoir différends. Une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ont tendance à refuser les conflits, c'est de se dire, merde, s'il y a un conflit, je suis coupable de quelque chose. Si j'étais parfait, personne ne serait en conflit avec moi. C'est pas vrai. D'abord, personne n'est parfait. Et donc tout le monde doit se donner le droit de ne pas l'être. Vous savez, il y a un bouquin célèbre en développement personnel qui s'appelle alors il y en a deux, il y en a un qui s'appelle Imparfait, libres et heureux, et il y en a un qui s'appelait j'ai perdu son titre. Non, ne soyez pas gentil, soyez vrai. Ouais. Voilà, ne soyez pas gentil, soyez vrai. Voilà. Donc là encore, l'objectif c'est pas de plaire à tout le monde, l'objectif c'est pas d'être parfait. De toute façon, c'est pas possible. C'est vraiment des gens qui vont pas. Il y a toujours des qui est attaqué par. Et ça peut être vrai dans les couples ou dans les conflits peut naître. Donc la première chose à faire pour traiter un conflit, et ça peut être vrai dans les couples ou dans les familles peut naître. Donc la première chose à faire pour traiter un conflit, et ça peut être vrai dans les couples ou dans les familles peut naître. Donc la première chose à faire pour traiter un conflit, et ça peut être vrai dans les couples ou dans les familles de la même façon. Donc la première chose à faire pour traiter un conflit, et ça peut être vrai dans les couples ou dans les familles de la même façon, c'est d'accepter que, ah bah oui, tiens, il y a une situation conflictuelle. De la reconnaître. Pour pouvoir l'adresser, il faut la reconnaître et il faut l'accepter. Ah ouais, il y a un conflit. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Deuxième clé, évidente, naturelle, très mal, pour le coup, dans la sphère publique, qui est aujourd'hui très mal portée, c'est que pour traiter un conflit, il faut savoir se décentrer. Tant que je suis persuadé que je suis le seul détenteur de la vérité, ça ne marche pas. Si je pense que moi j'ai raison, donc que l'autre a tort, ça ne marche pas. Or, c'est une attitude très largement répandue. Parce qu'on ne veut pas être pris en défaut, parce qu'on ne veut pas être questionné, naturellement que ce qu'on fait est bien. Dans les conflits, on ne veut pas être questionné, on va avoir tendance à ne pas se décentrer. Dans les conflits que je vois s'aggraver en entreprise, c'est les conflits dans lesquels personne accepte que l'autre puisse avoir une position différente. Or, principe de base, l'autre est toujours un autre. Il ne fonctionne jamais comme nous. Que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Même dans les familles, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est mon fils qui fonctionne comme moi. C'est pas vrai. J'aimerais bien. Quand il avait 8 ans, j'arrivais éventuellement peut-être à faire en sorte que, me raconter cette histoire ou l'influencer suffisamment pour que ça marche. Une fois qu'il en a 14 ou 15, on constate que ça marche pas. En plus, même s'il me ressemble, il ressemble éventuellement à ce que j'étais à 15 ans, pas à ce que je suis aujourd'hui. Donc nécessairement, il va y avoir un décalage. Donc pour traiter un conflit, il faut accepter qu'il y ait deux, ou plusieurs hein, bien sûr, mais qu'il y ait au moins deux positions en présence, et que ces positions, elles ont des intérêts divergents. Et même si elles n'ont pas des intérêts divergents, elles ont par nature des logiques divergentes. Je ne fonctionne jamais comme l'autre. Il a sa manière de fonctionner. Si lui, il y a quelque chose qui lui a déplu, même si je ne vois pas ce que j'ai mal fait, quelque chose lui a quand même déplu. Peut-être qu'il a mal interprété ce que j'ai fait. Ok. Mais auquel cas, je ne pourrais le lui expliquer que si j'accepte qu'on soit bien en différent et que j'accepte qu'il ait pu mal l'interpréter, qu'il ait pu donc penser la situation d'un autre endroit que celui d'où je la pense. Donc deuxième idée essentielle, toujours se décentrer. Et on voit bien dans le monde politique, ça ne se décentre pas beaucoup. Chacun reste figé coûte que coûte sur sa position. Par jeu et par calcul parfois, mais aussi souvent, je pense, pour le coup, par encombrement naturel d'ego. Et troisième chose à faire, si vraiment on veut traiter un conflit dans une organisation,
si on est le manager, si on est le N+1, si on est RH, etc. Il faut accepter qu'un conflit, c'est toujours systémique. C'est une histoire qui se joue à deux ou à plusieurs. Il y a une logique du conflit, toujours. Pas d'une agression. Si quelqu'un vous sortez dans la rue, quelqu'un vous agresse pour vous piquer votre portefeuille, il n'y a pas de systémique. Il y a juste une agression. Mais dans un conflit, dans une organisation, il y a un jeu. Ce n'est pas juste une agression. Ça veut dire qu'à un moment donné, deux personnes, deux groupes de personnes, un manager et quelqu'un dans son équipe, je veux dire, vont jouer à un jeu conflictuel. Ce jeu conflictuel, il a toujours une dynamique. Il a toujours une raison d'être. Et tant qu'on n'a pas compris pourquoi ça se jouait et comment ça se jouait, en réalité, on n'a pas compris le conflit, donc on ne peut pas l'adresser. C'est là où un consultant parfois peut être utile pour le coup, parce qu'il va pouvoir rentrer avec suffisamment de distance dans la situation pour essayer de comprendre finalement qui est en train de jouer à quoi. Mais il y a toujours un jeu. Et il n'y a pas beaucoup de compréhension de ça. Un conflit, c'est un système. Donc ça veut dire que, dans la première dimension, ce qui est important, c'est vraiment d'accepter le conflit. Je dis pas de déni, pas de culpabilité, pas de... Non, ah ouais, ah bah ouais. Ah bah oui, tiens, je suis rentré en conflit. Ah oui, tiens, il m'aime pas. Ah oui, tiens, il m'en veut. Ah oui, il veut ma place. Ok, qu'est-ce que je fais à partir de là? 2, je me décentre. Ok, à quoi il joue? D'où il le joue? Pourquoi il le joue? Et 3, plus difficile quand on est partie prenante, par contre, qu'est-ce qu'on est en train de jouer ensemble? Et c'est pour ça qu'en résolution de conflit, il n'y a pas de passage en force possible. Le passage en force est toujours un échec. Sauf si vraiment on a le pouvoir, sauf dans un rapport de force déséquilibré, où on va effectivement pouvoir passer en force. Mais dans une organisation, ça va toujours laisser des traces. Si j'impose quelque chose à des gens qui profondément n'en veulent pas, ça va laisser des traces. Toujours. Le mieux serait de ne pas leur imposer. On le voit avec la réforme des retraites. Passer en force n'est pas une très bonne solution. Passer en force face à des gens qui, dans un jeu systémique, n'ont pas envie d'accepter les choses en l'état et n'ont pas envie de se les laisser un peu. Ok. Alors, je vais vous raconter 5. On voit un peu plus vrai, réel, etc. Pour qu'on voit un peu plus vrai, réel, etc. Pour qu'on voit un peu plus en détail, effectivement, comment ça fonctionne, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres clés de résolution importantes. Alors, premier exemple, c'est sûrement le conflit le plus violent que j'ai adressé comme consultant. C'était un conflit particulier, puisque c'était un conflit dans un cabinet d'avocats d'affaires, entre 3 associés d'une équipe. Alors donc j'avais affaire à des gens, personnalités très fortes, très gros égos, des gens qui gagnaient à peu près 1 million d'euros par an chacun, et des gens qui étaient rompus au conflit par nature. Ils ne fonctionnaient pas ensemble. Ils avaient pour la paix civile dans le cabinet, pour l'image du cabinet, pour son cabinet, lui voulait absolument, pour la paix civile dans le cabinet, pour l'image du cabinet, pour son cabinet, lui voulait absolument, pour la paix civile dans le cabinet, pour l'image du cabinet, pour son image de lui voulait absolument, pour la paix civile dans le cabinet, pour l'image du cabinet, pour son image de manager au sein du cabinet, que les 3 associés se réconcilient. Il avait donc chargé un premier coach de travailler sur une réconciliation consensuelle. Le coach s'était fait dévorer par les loups. Littéralement, il l'avait mis en pièces dans une réunion. Littéralement mis en pièces. Donc à ce moment-là, on a pris un deuxième consultant. En l'occurrence, c'était moi, qui avait la réputation d'être un peu moins consensuel, d'être un peu première réunion, de prendre en ricanant, et il a décidé de prendre à chacun à quoi chacun, 3h30 chacun. Pour essayer de comprendre à chacun à quoi chacun 3h30 chacun. Pour essayer de comprendre à chacun à quoi chacun jouait. Chacun. Pour essayer de comprendre à chacun à quoi chacun jouait. Chacun. Et qu'il y en a chacun à quoi chacun jouait. Et qu'il y en a 2 qui à quoi chacun jouait. Et qu'il y en a 2 qui pouvaient quoi chacun jouait. Et qu'il y en a 2 qui pouvaient s'entendre, jouer. Et qu'il y en a 2 qui pouvaient s'entendre,
Et constaté qu'il y en a deux qui pouvaient s'entendre. Et constaté qu'il y en a deux qui pouvaient s'entendre, mais pas avec le troisième. Et j'ai constaté aussi, logique systémique de l'ensemble, que le troisième, en réalité, c'était le plus important. C'était le plus capé, c'était le plus gradé. C'était celui qui était plutôt un peu plus que les autres le chef. En réalité, lui, il n'avait pas sa place là. Les conflits, c'est vraiment très souvent des problèmes de place. Il n'avait pas sa place là parce qu'il travaillait dans un très grand cabinet, là, cabinet anglo-saxon, un des cabinets majeurs anglo-saxons. En réalité, lui, il venait de petites structures, et longtemps, toujours, son boulot, ça avait été de défendre les petits contre les gros. Et en fait, il continuait à jouer à ça. Au fond, il avait intégré un grand cabinet parce qu'il trouvait ça chic et valorisant, et très bien payé. Mais en réalité, son mode de fonctionnement interne, c'était toujours un mode dans lequel on s'opposait au pouvoir, on s'opposait à l'intelligentsia, on s'opposait à la... Et donc, en réalité, il s'opposait, même inconsciemment, au cabinet, au fonctionnement du cabinet. OK. Donc, à partir de là, j'ai dit au patron du cabinet, il y a une chose importante, et c'est souvent vrai aussi dans les résolutions de conflits. Je lui ai dit, il y a une chose importante, c'est qu'il faut que vous abandonniez l'idée qu'il pourrait y avoir un consensus. Il n'y aura pas de consensus. Et ça, ces gens vraiment se détestent. Un expulse violemment. Le conflit risque de dégénérer sur la pelouse, il peut dégénérer entre eux, il y en a un qui peut blesser l'autre. Le conflit risque de dégénérer sur la pelouse, dégénérer entre eux, il y en a un qui peut blesser l'autre. Le conflit risque de dégénérer sur la pelouse, parce qu'entre eux, il y en a un qui peut blesser l'autre. Le conflit risque de dégénérer sur la pelouse, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir de dégénérer sur la pelouse, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir d'autres agressés sur la pelouse, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir d'autres agressions qui vont, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir d'autres agressions qui vont se dérouler, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir d'autres agressions qui vont se dérouler, parce que les autres vont prendre parti, donc il va y avoir d'autres agressions qui vont se dérouler ailleurs. Et puis à la limite, ça va dégénérer dans les tribunes, parce que l'ambiance devient plus électrique, et au final, il peut y avoir 3 morts dans les tribunes. Donc la seule chose à faire, c'est d'expulser les deux tout de suite. On se posera après des questions à la vidéo pour savoir s'il y en a un qui est plus responsable que l'autre, et s'il y en a un qui doit prendre 5 matchs de suspension et pas l'autre. Donc en entreprise, vouloir garder les gens ensemble coûte que coûte, c'est super dangereux. Donc là, je lui ai dit, il y a un truc qu'il faut que vous fassiez le deuil du consensus. Il n'y aura pas de consensus. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous amuse pas, mais il n'y en aura pas. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous les séparez, parce qu'on est dans le monde avocat, les gens peuvent travailler de façon autonome. Donc soit vous oubliez que c'est une équipe, ils travaillent séparément, chacun a son business, a ses clients, a son équipe, et il n'y aura pas de conflit puisqu'ils interviendront jamais ensemble. Mais ça va vous obliger, vous, à gérer quand même un minimum d'arbitrage au niveau de l'activité. Soit, il faut que vous en viriez un. Il y en a deux qui fonctionnent, il y en a deux qui ont envie de fonctionner ensemble, il y en a deux qui fonctionnent dans l'esprit du cabinet, il y en a un qui est décalé. Ils ont choisi de virer le troisième. Je pense à raison. À mon avis, d'ailleurs, le troisième avait aussi pourri la situation parce que quelque part, consciemment ou inconsciemment, il avait envie de se faire virer. Il a remonté son propre cabinet, mais sur une base indépendante. Il y a une logique au... Et tout s'est très bien passé. Il y avait bien une question de place, il y en a un qui n'était pas, ça s'appelait séparer les proches. Vous pouvez penser, hein, dans une équipe, s'il y a un conflit, il y en a un qui n'était pas à sa place. Vous pouvez penser, hein, dans une équipe, s'il y a un conflit, il y a toujours un qui n'était pas à sa place. Vous pouvez penser, hein, dans une équipe, s'il y a un conflit, il y a toujours un problème de place, on y reviendra. C'est presque mécanique. Et donc, mais il fallait faire le deuil du consensus. Le consensus n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est le bon fonctionnement d'une équipe. Si dans une équipe, il faut virer quelqu'un pour que l'équipe tourne correctement, eh ben, il faut virer quelqu'un. Il faut le faire bien, il faut le faire avec respect, il y a plein de manières de le faire. Peut-être qu'il faut simplement l'exfiltrer dans une autre équipe dans laquelle ça se passera bien. Mais il ne faut pas chercher à maintenir un consensus coûte que coûte. Dans une famille, ça peut être différent, mais c'est une famille. Et encore, même dans une famille. Si les deux beaux-frères, ils ne se supportent pas, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de les inviter en même temps. C'est peut-être pas la peine de chercher à recréer un consensus coûte que coûte, peut-être que ce n'est pas possible. Deuxième histoire vraie.
dans une grande organisation publique, un peu particulière, une organisation publique qui a le monopole d'une activité particulière. Il y avait un conflit ouvert qui était apparu entre les syndicats et le nouveau management. Il était apparu un nouveau management un peu moderne, assez offensif, très soucieux de performance. Et puis il y avait des équipes anciennes qui n'avaient pas du tout l'habitude de gérer les choses comme ça dans un monde public et qui défendaient des positions plus traditionnelles. Je ne juge pas le fond, en aucune manière. Mais la situation s'était tendue. Et pourquoi la situation s'était tendue? Parce que, sur le modèle d'ailleurs de beaucoup de managers actuels, et sur le modèle de notre président de la République, et là aussi je le dis sans jugement, il y a une certaine tendance les hommes politiques anciens étaient plutôt meilleurs en négociation. Ils avaient plus l'habitude de négocier. Les hommes politiques modernes négocient moins. On cherche plus à passer en force, quelque part. Et donc j'avais un manager moderne qui avait décidé qu'il avait raison. Ces réformes, elles étaient bonnes. Il fallait créer de la performance dans l'organisation, c'est pour ça qu'il était payé. Et donc il était passé en force. Les syndicats lui avaient dit si, c'est très... Ça se met en grève, ils ont commencé à... Elle est devenue très électrique. Là aussi, la situation, elle est devenue très électrique. Là aussi, la situation, elle est devenue très électrique. Et la situation, elle est devenue très électrique et très ingérable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'écoute. Et que moins il y a d'écoute, plus les conflits s'enlisent. Si quelqu'un vous dit « ça va pas », vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Vous ne serez pas obligé de lui donner raison. Mais vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. A fortiori dans une organisation. Si un collaborateur, une équipe, a fortiori des équipes entières soutenues par des syndicats entiers, vous disent « ça ne nous va pas », on ne peut pas faire comme si ça n'était pas entendu. En plus, pour améliorer les choses, le DRH mentait comme un arracheur de dents. Donc, de façon à faire croire que les choses avaient été entendues, en réalité, il mentait. La situation est devenue très explosive. Donc, il a fallu recréer un cadre d'échange. Coûte que coûte. Ça n'a pas été simple. C'est la seule réunion dans ma vie que j'ai animée, avec notamment des représentations syndicaux, où au bout de 2 minutes, je me présente, j'ouvre la parole, et quelqu'un se lève en face de moi, me dit « Ouais, ok, mais pourquoi on vous ferait confiance ?» 2 minutes de réunion. Moi, je vais faire circuler la parole. C'est pas à moi que vous devez faire confiance. Moi, je vais faire circuler la parole. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à celui qui va simplement faire tourner la parole. On a fait plusieurs réunions, on était 2. On a fait plusieurs réunions extrêmement houleuses. On a réussi quand même à recréer des conditions dans lesquelles les gens ont réussi à se parler. Pour que quelque chose puisse être entendu et que pour sur la base d'une écoute, on puisse essayer de susciter un minimum d'efforts, de négociation. Parce qu'à un moment donné, ça va être ça aussi dans des situations conflictuelles, il va falloir trouver la clé à partir duquel il y a négociation possible. S'il y a conflit ouvert, il ne peut pas ne pas y avoir négociation. Pour qu'il y ait négociation, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un cède quelque chose. Et idéalement que tout le monde cède quelque chose. Un bon négociateur, il rentre dans la salle de négociation en ayant une idée de ce qu'il pourrait céder. Et de ce sur quoi il ne va pas céder. Si on rentre dans une salle de négo en disant « je ne céderai sur rien », c'est moi qui est la plus grosse, je ne céderai pas, on va nécessairement au clash. Et je vous dis, même si dans une organisation c'est très dangereux, parce que même si on passe en force, si je vous oblige, ça va toujours laisser des traces. Si je vous oblige à céder alors que vous ne vouliez pas céder, vous allez nécessairement m'en vouloir. Donc là, il a fallu recréer les conditions d'un dialogue, ce qui n'était pas si simple. À partir de là, trouver des clés de négociation, c'est-à-dire trouver ce qui était suffisamment important pour les syndicats que le patron pouvait accepter. Sur quoi il était prêt qu'est-ce qu'il était prêt à lâcher. On a réussi à trouver les choses sur lesquelles ils étaient prêts à lâcher, à partir duquel quelque chose a pu se détendre. Je ne suis pas sûr que le résultat était non plus optimum encore, mais quelque chose au moins s'est détendu, quelque chose s'est fluidifié, et quelque chose surtout d'un échange régulier a pu se remettre en place. Mais ça suppose d'entendre l'autre. Tant qu'il n'entendait rien, il n'y avait pas de solution possible.
Et s'il n'y avait pas de solution possible, le risque de blocage était quand même tout à fait significatif, parce qu'on était dans des organisations dans lesquelles, comme de toute façon personne n'est licenciable, ceux qui avaient envie de bloquer pouvaient bloquer très facilement. Donc là, c'est vraiment l'idée que une position purement autoritaire, je dirais sans issue positive. Dans le premier exemple, pour moi, je pense que l'idée que j'ai envie de vous communiquer, c'est vraiment cette idée que le consensus n'est pas une fin en soi et qu'il n'est pas toujours possible. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'une position autoritaire, un passage en force, est rarement possible aussi. Et troisième idée, sur un troisième exemple, c'est que le recours à, on va dire, à la bienveillance mécanique n'est pas non plus une très bonne solution. On est intervenu dans un grand média où le DRH s'était mis à dos toute sa propre équipe. C'est ça qui est intéressant, c'est que les cordonniers sont souvent mal chaussés. Dans toutes les professions, les cordonniers sont mal chaussés. Dans à peu près toutes les professions, je crois que les gens ceux dont on s'occupe à l'extérieur et souvent ceux dont on ne s'occupe pas à l'intérieur. Je suis intervenu dans des univers médico-sociaux, par exemple, où des éducateurs spécialisés s'occupaient très bien de la souffrance d'enfants et d'adolescents, mais personne ne s'occupait de la leur. Dans des cabinets d'avocats, c'est très intéressant. Les avocats écrivent les contrats de la terre entière. Les seuls contrats de travail illégaux de la place de Paris, c'est les contrats de cabinet d'avocats. Ils sont tous salariés, ils sont tous pieds et poings liés au cabinet, et ils sont tous avec des contrats de collaboration libérale. Quelqu'un de... comme s'ils étaient... Donc personne ne la demande. Parce que de facto, ils sont souvent mal chaussés. Donc là, j'avais un DRH qui s'était mis à dos toute son équipe. Et quand il y a toujours une qualité dans les situations conflictuelles. L'un n'est pas... La gentillesse n'est pas une injonction de bienveillance. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Les équipes, elles se parlaient très bien entre elles. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Donc, elles se parlaient très bien entre elles. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Donc, très bien entre elles. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Donc, il a fabriqué un séminaire. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Donc, il a fabriqué un séminaire de 2. Elles se parlaient généralement entre elles contre lui. Donc, il a fabriqué un séminaire de 2 jours, donc il parlait généralement entre elles contre lui. Donc, il a fabriqué un séminaire de 2 jours dans lequel les équipes devaient se parler, comprendre à quel point elles étaient différentes, comprendre à quel point il était important de bien se parler les uns avec les autres. Ça a duré 2 jours. Lors du tour de table final, il s'est fait agresser. Il s'est fait agresser parce que ça ne marche pas. L'injonction de bienveillance ne marche pas sur un conflit. Un conflit, dire aux gens, il faut que vous soyez gentils, comme dans les familles. Il faut que tu sois gentil avec ta sœur. Ouais. À 8 ans, ça peut marcher sur des bases conflictuelles limitées. S'il lui a juste tiré les cheveux comme ça, par taquinerie, ça peut marcher. Sur des bases plus virulentes, ça ne marche pas. La jonction de bienveillance ne fonctionne pas. S'il y a un problème, il doit être adressé comme tel. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Au final, il ne l'a jamais reconnu, et elles l'ont donc fait virer. Bah oui. Elles ont fait une alerte, l'alerte a généré une enquête, on a fait une enquête, on a constaté qu'il n'y avait pas là non plus pas de point de réconciliation, et qu'entre un DRH qui était relativement nouveau en plus, et une équipe qui était bien implantée, le plus facile à un moment donné pour régler la question, c'était de l'exfiltrer, bien sûr. Donc là, je dis la bienveillance. Moi, j'entends beaucoup de DRH aujourd'hui dire il faut concilier exigence et bienveillance. Je leur dis attention. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire de virer un collaborateur avec bienveillance? Moi, je ne sais pas. On se doit à tous le respect. On peut virer quelqu'un avec respect. Et on doit le virer avec respect si jamais on doit s'y employer. Mais avec bienveillance, ça veut dire quoi? Vous voyez bien, aujourd'hui, il y a cette tentation comme ça de lénification hypocrite. Je dis attention, non, il y a les conflits, il faut les regarder. On ne s'entend pas, on ne s'entend pas. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Regardons de quoi il est question et comment on va pouvoir tomber d'accord. Mais si à des gens qui ne sont pas d'accord, on leur dit « soyez gentils entre vous », il y a peu de chances que ça marche.
J'ai jamais vu ça fonctionner en entreprise. Dans les familles, à la rigueur, un peu, parce que là, l'injonction de bienveillance, elle a beaucoup plus de sens. Elle vient s'ancrer à un endroit naturellement beaucoup plus affectif, et elle est donc beaucoup plus légitime. Quatrième passif. Voilà. Dans lequel les relations sont en réalité une ONG. Le monde ONG est un monde souvent compliqué. Dans lequel les relations sont en réalité ONG. Le monde ONG est un monde souvent compliqué. Dans lequel les relations sont en réalité souvent... Le monde ONG est un monde souvent compliqué. Dans lequel les relations sont en réalité souvent plus difficiles. ONG est un monde souvent compliqué. Dans lequel les relations sont en réalité souvent plus difficiles que dans des mondes théoriquement plus libéraux, donc plus durs. Patronne d'ONG, femme très, comme souvent, femme réellement très serviable, très soucieuse de bien faire, posture basse, très serviable, se retrouve face à une personnalité très dure, qui n'en fait qu'à sa tête, qui refuse toute forme d'inféodation hiérarchique, qui conteste toutes ses décisions, quelles qu'elles soient. Conflit permanent, qui monte le reste de l'équipe. Elle vient me voir, là, en accompagnement individuel, en me disant « mais je fais quoi ?» Elle n'était pas, elle, bien armée, a priori, pour ça en base. Elle n'était pas venue là pour gérer des conflits. On est dans une ONG de plaidoyer. Elle vient pour défendre des causes. Elle ne vient pas pour affronter un conflit à l'intérieur de son équipe. Et pourtant, il y a conflit à l'intérieur de l'équipe, donc il faut bien qu'elle l'affronte. Et là, on s'aperçoit de quoi? Je voudrais illustrer la question de la place. Pourquoi il y a conflit? Parce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, prend toute la place. Il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Un collaborateur qui dit « moi, je ne veux pas prendre d'ordre, je fais ce que je veux quand je veux », c'est quelqu'un qui a outrepassé sa place. Et si en face, le manager lui-même ne prend pas sa place, eh bien, nécessairement, il y a un problème. Et nécessairement, à partir de là, tout se déplace d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, que vont faire les autres membres de l'équipe? Ils vont prendre position, ils vont faire comme la première, ils vont prendre position pour le second ou la seconde. Au final, l'équipe se retrouve clivée. La seule manière de traiter ces questions-là, c'est de réadresser les places. Vous voyez bien, c'est vraiment une systémique. C'est une systémique de la place. Il faut réadresser les places. Donc tout mon boulot, ça a été de l'aider, elle, à prendre mieux sa place de manager. Et à un moment donné, à faire un truc qu'elle détestait faire, qu'elle ne pouvait pas ne pas faire, qui est de taper du poing sur la table. Et de dire à l'autre, non, 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 tu restes à ta place. Et comme souvent dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que celle à qui on a imposé une limite, et là on était vraiment assez proche de questions d'éducation. Là on est un peu comme dans les familles avec des enfants. Un enfant qui prend toute la place et à qui on laisse prendre toute la place, il est en danger. Un enfant à qui on laisse aucune place est en danger aussi. Avec des collaborateurs, c'est pareil. Un collaborateur qui prend toute la place au détriment du manager met toute l'équipe en danger. Un manager qui laisse aucune place à ses équipes, il les met sous une pression terrible. Donc il y a toujours un équilibre. Donc tout mon boulot a été de l'aider à prendre sa place. Elle a pris sa place, elle lui a imposé des limites, et l'autre a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ce qui était parfait. Elle est partie de son plein gré, d'elle-même. La question, c'est régler, et à partir de là, le reste de l'équipe s'est finalement retrouvé soulagé d'une tension latente permanente. Les choses ont pu fonctionner de façon beaucoup plus fluide. Ça, c'est très souvent le cas, et ça peut être vrai dans une relation manager-équipe, ça peut être vrai entre deux, parfois ça peut être vrai entre deux personnes dans la même équipe. Hein, j'ai géré des conflits ouverts chez Radio France. Il y en a beaucoup, parce que ces univers de médias sont des univers dans lesquels il y a des personnalités très fortes, et en plus il y a beaucoup d'ego en jeu en permanence. Et en plus, ce qui est particulier chez Radio France, c'est que personne ne veut partir. Parce que c'est une maison par France Inter, ou sur France Info, ou sur France Culture, vous allez bosser où sinon? Si vous bossez s'il y a des jobs ou sur France Info, ou sur France Culture, vous allez bosser où sinon? Où est-ce qu'il y a des jobs équivalents de même niveau? Il n'y en a pas. Donc tout le monde reste. Donc en plus, comme tout le monde reste, et qu'en plus tout le monde a quand même, c'est plutôt un monde où tout le monde parle facilement, il y a beaucoup d'histoires, tout le monde a beaucoup d'histoires accrochées, etc. Donc les conflits peuvent vite s'envenimer. Et là aussi,
Et là, le problème, par exemple, j'ai vécu une situation entre deux personnes à l'antenne. Le problème, c'était pas le conflit. Elles sont rentrées en conflit. À un moment donné, elles se sont plus supportées. Bon, bah ouais, c'est la vie. C'est la vie, c'est pas grave, c'est normal. Elles avaient toutes les deux des personnalités super fortes. Donc en plus, bien sûr, ça a pris des proportions. Elles avaient toutes les deux des alliés dans la maison, donc bien évidemment, ça a pris d'autant plus de proportions. Et puis la maison est ronde, donc l'information, elle a tourné en boucle. L'erreur qu'a fait le management longtemps, c'est de ne pas les séparer. Comme elles étaient ensemble à l'antenne, grille d'antenne, c'est un truc a priori intouchable, on a décidé de les laisser ensemble. Et on a monté tout un protocole pour qu'elles ne puissent pas trop se fâcher l'une avec l'autre. Mais ce faisant, on a pourri la situation. Parce qu'on les a laissés bosser ensemble. Donc on a laissé le conflit s'envenimer. Donc on les a laissés trouver les moyens d'envenimer le conflit coûte que coûte. Alors qu'il fallait séparer. Je dis beaucoup à des DRH aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours entendu, je leur dis si par exemple quelqu'un rentre dans votre bureau en disant « mon patron me harcèle » ou « mon voisin ou mon collègue » ou etc., vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Vous ne savez pas si c'est manipulatoire, projectif ou profondément vrai. Vous ne pouvez pas le savoir à ce moment-là. Seulement, moins ils sont harcelés. Aujourd'hui, en RH, harcèle faible. Mais quelle que soit la raison, si je rentre dans votre bureau et je vous dis « mon patron me harcèle », mais quelle que soit la raison, si je rentre dans votre bureau et je vous dis « mon patron me harcèle », mais quelle que soit la raison, si je rentre dans votre bureau et je vous dis « mon patron me harcèle », mais quelle que soit la raison, si je rentre dans votre bureau et je vous dis « mon patron me harcèle », quelle que soit la raison, si je rentre dans votre bureau et je vous dis « mon patron me harcèle », vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais vous dites « mon patron me harcèle », vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais vous devez avoir une certitude absolue. Vous ne pouvez pas me laisser bosser avec lui. Parce que dans tous les cas, ce que je dis là interdit qu'on continue de bosser ensemble. C'est l'expression d'une tension, d'un conflit, quel qu'il soit, qui ne doit pas permettre la poursuite du contrat de travail sur sa base habituelle. Il faut séparer d'une manière ou d'une autre. Il faut déplacer. Il faut créer un cadre dans lequel on va neutraliser ce conflit. Vous voyez, je vois trop de situations dans lesquelles on a laissé les gens fonctionner ensemble. Et c'est parce qu'on les a laissés fonctionner ensemble que le conflit est vraiment devenu problématique. Dans l'histoire chez Radio France, l'une des collaboratrices a fini par attaquer pour harcèlement. En réalité, elle n'avait rien dans son dossier. Elle n'était pas harcelée, c'était un conflit interpersonnel qui avait dégénéré. Par contre, la manière dont l'organisation avait maintenu la situation en place, effectivement, faisait courir un risque de harcèlement institutionnel et non plus individuel. Donc il faut, là encore, il faut souvent faire le deuil du consensus, il faut apprendre à séparer, quand on peut, des gens qui n'ont pas nécessairement vocation à bosser ensemble. Il y a plein de cas où, moi je suis en conflit dans une association dans laquelle je travaille, je suis en conflit ouvert. Encore, les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés, en conflit ouvert avec quelqu'un d'autre, je milite depuis le départ, il n'y a aucune raison qu'on arrive à s'entendre, je pense qu'aucun d'entre nous ne va faire l'effort, mais par contre, je milite depuis le départ pour que on se côtoie pas, on fasse des choses différentes. Si elle monte une manifestation, j'y vais pas. Si je monte une manifestation, qu'elle n'y aille pas. On peut tout à fait contribuer tous les deux très positivement au fonctionnement de l'association, sans avoir besoin d'adresser le conflit lui-même dans sa dimension la plus complexe. Voilà. Et puis pour vous raconter l'histoire de place et justement de système, et de la manière dont, dans les organisations, ça peut prendre des formes parfois complexes. Je vais vous raconter une dernière histoire qui a eu lieu dans une grosse boîte d'études sur le marché, un des gros acteurs du monde des études. On est appelé parce que les syndicats, enfin le CSE déclenche une alerte sur le cas d'une salariée qui était en province, qui était en arrêt maladie et qui paraissait effectivement en grande difficulté personnelle. Ils alertent sur sa situation. Et ils ont raison d'alerter, puisque effectivement on a pu constater qu'elle était réellement en souffrance. Ils alertent sur sa situation avec un risque de harcèlement par son manager. La direction, pour le coup, entend la question, fait ce qu'elle doit faire. Là, pour le coup,
l'avantage, c'est que la direction générale était pas concernée, se sentait pas concernée. Donc là, pour le coup, ils acceptent qu'il y ait une situation difficile, qu'il puisse y avoir un conflit à l'œuvre, de l'adresser, et ils chargent donc des consultants de regarder ce qui se passe, de quoi il est question. C'est toujours mieux d'avoir des gens neutres, et c'est toujours mieux de pouvoir produire, bien sûr, un rapport de neutralité. On rentre dans la situation. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a quelqu'un qui est en grande difficulté. Mais on essaye de faire l'archéologie de la situation. Et c'est ça qui est intéressant. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est une succession d'erreurs, etc., de management, de RH, mais aussi de l'individuel même, qui ont créé cette situation. On a quelqu'un qui est venu travailler avec sa mère dans un premier temps. Déjà, c'est une drôle d'idée quand même de la part d'une direction d'accepter comme ça qu'une fille vienne travailler avec sa mère, de recruter une fille pour travailler avec ses pairs, faciliter les choses. En plus, la mère avait déjà une réputation, elle avait la réputation d'être une femme forte, de faciliter les choses. En plus, la mère avait déjà une réputation, elle avait la réputation d'être une femme forte, de limiter les choses. En plus, la mère avait déjà une réputation, elle avait la réputation d'être une femme forte, dominante et plutôt difficile. La mère part à la retraite, la fille prend sa place. On lui laisse prendre la place de sa mère. Là aussi, en termes de place, d'inconscient, de relations psychologiques, on n'est pas à un endroit très simple. La fille qui n'a pas la même personnalité que sa mère et qui a sans doute moins d'aplomb que sa mère, ce qui est assez logique, hein, souvent quand on a eu des parents avec énormément d'aplomb, on a eu un peu de mal à émerger derrière. Donc elle a du mal à prendre sa place. À partir de là, elle devient un peu évitante, voilà, elle n'arrive pas à un mauvais rapport avec sa propre équipe, elle recrute des intérimaires, ça se passe jamais bien, elle est considérée en interne comme une personnalité difficile, ce qui fait que celle qui devait la manager dit « non, moi je la manage pas ». Et on laisse cette personnalité-là ne pas la manager. On la protège, on lui dit « non, t'inquiète pas, tu la manageras pas ». On voit bien comment le manque de courage managérial crée des problèmes en chaîne. À partir de là, elle est donc managée directement par le N+2. Mais le N+2, il n'a pas le temps. Il ne connaît pas son boulot, il ne s'y intéresse pas. Et en plus, il est lui-même sous pression. Donc, à un moment donné, elle réclame des moyens, il lui dit non. Elle râle, il continue de lui dire non. Comme il est sous pression et sous tension, il finit par le faire d'une façon probablement désagréable. Comme par ailleurs elle est déléguée syndicale et qu'il y a de gros enjeux à l'intérieur de l'organisation, elle se retrouve sous pression. Se retrouvant sous pression, elle se retrouve exténuée. Se retrouvant exténuée, elle se retrouve en arrêt maladie. Vous voyez bien comment, là encore, il n'y a pas de hasard. Il y a une logique à l'œuvre. Et il y a une logique à l'œuvre en termes de place. On a laissé quelqu'un prendre une place qu'elle n'aurait pas dû prendre. On l'a mis dans une situation dans laquelle on n'aurait pas dû la mettre. Je veux dire, on ne lui offre pas le management dont elle aurait besoin, on la fait manager par quelqu'un qui, par rapport à elle, n'est pas en place et pas dans une place juste. Et bien à partir de là, finalement, la situation continue de se tendre. Donc on a dit, pour le moment, vous lui foutez la paix. Notre recommandation, c'était 1, vous lui foutez la paix, parce que pour le moment, là, elle est vraiment exténuée, il faut qu'elle ait le temps de récupérer. 2, vous lui faites des excuses, parce qu'effectivement, son manager lui a pas parlé correctement, l'a pas adressé correctement. Ça mérite des excuses individuelles et institutionnelles. Et 3, il faut redéfinir son poste et il faut lui retrouver un vrai manager de proximité, parce qu'elle a besoin d'être encadrée, d'être accompagnée. Elle ne peut pas flotter comme ça dans l'organisation, je veux dire, sans être dûment accompagnée. Donc vous voyez, il y a toujours, dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a alerte, dès qu'il y a quelque chose qui profondément ne va pas, il y a toujours une raison, et il faut entendre cette raison pour pouvoir l'adresser. Toujours. Alors, je voudrais juste finir avec une petite conclusion. Donc pour rappeler 3 trucs pour moi importants. 1, donc l'importance de place juste. Tout conflit dans une organisation, c'est un problème de place. Même le conflit dans lequel je suis, par exemple dans mon association, c'est un problème de place. Celle avec qui je suis en conflit peut prendre toutes les places. On avait défini les places correctement, mais à un moment donné, ça ne lui suffit pas. Elle voudrait aussi la mienne. Dès que quelqu'un n'est pas à sa place, dès que quelqu'un veut toute la place, dès que quelqu'un ne prend pas sa place,
il y a un risque majeur de conflit. Dès qu'il y a conflit, il faut se poser la question en termes de place. Tiens, qui s'est déplacé? Comment on pourrait replacer les choses? Est-ce que c'est le manager qui n'a pas pris sa place? Est-ce que c'est un collaborateur qui en a pris trop? Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Voilà. Deuxième idée, je voudrais que vous gardiez en tête, c'est vraiment l'idée que même si on aimerait qu'il y ait consensus, le consensus n'est pas une fin en soi. Vous voyez, je vois parfois dans des conflits ouverts aujourd'hui, des gens dire on va faire une médiation. Ouais, sauf que la médiation, elle est possible que si les deux individus sont au même niveau et qu'il y a de la part des deux individus le souhait de trouver une issue au conflit. Entre deux individus, par exemple, qui ne sont pas au même niveau, je gère en ce moment un problème pas très loin d'ici à l'hôpital Pompidou, entre une chef de service et quelqu'un dans son équipe, entre deux individus qui ne sont pas au même niveau et qui n'ont pas la moindre intention. Excuse-moi, mais tu parles du même niveau hiérarchique. Ouais. Ouais, et de trouver une solution positive, la médiation, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher parce que la résolution ne peut pas être une résolution en termes de consensus. Ça doit être une résolution probablement en termes de séparation. Là aussi, je pense que les deux ne peuvent pas travailler ensemble, elles ne peuvent plus travailler ensemble. Et que ce n'est pas grave, elles ont toutes les deux des compétences, et que dans ce monde immense qui est la PHP, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver une vraie place à l'une et à l'autre. Mais peut-être pas dans la même équipe au même moment. Voilà. Et donc, troisième chose, et plus généralement, et ça, pensez-y, même à titre personnel, on ne peut pas laisser des conflits sous le tapis. Un conflit qu'on n'adresse pas, c'est un conflit qui va s'envenimer, toujours. Ce n'est pas possible d'imaginer qu'un vrai conflit, il va se résoudre tout seul. Non. Des petites altercations de surface peuvent se résoudre toutes seules sans qu'on y prenne garde, mais pas un conflit. Et, dernière idée, qui est importante parce que, là aussi, tu as une idée, je trouve, assez mal pensée, c'est l'idée que, par contre, un conflit qui est bien adressé, un conflit qui est vraiment géré, ça peut créer quelque chose de très positif. Vous l'avez sûrement tous vécu à un moment ou à un autre. Quelqu'un avec qui on se fâche vraiment, mais avec qui on arrive à s'expliquer. C'est quelqu'un à qui on pourra faire plus confiance et avec qui on s'entendra mieux que quelqu'un avec qui on ne s'est jamais fâché. Une amitié solide, c'est une amitié qui est allée au feu. En marketing, moi j'ai beaucoup travaillé à une époque sur des questions de fidélisation client. Un client qui est mécontent, dont on a traité correctement la réclamation, c'est un client beaucoup plus fidèle qu'un client qui n'a jamais été mécontent. Donc un conflit dans une organisation, comme il a toujours une cause, et que cette cause elle correspond toujours à un dysfonctionnement, non seulement il faut l'adresser, mais il faut l'adresser positivement, parce qu'on doit pouvoir raisonnablement espérer que la résolution du conflit et que cette résolution positive, elle crée profondément quelque chose de positif. Voilà, c'est le message de positif et c'est le message d'espoir sur lequel je voulais terminer cette conférence. Merci de votre attention. Des questions, même des réflexions. Ouais, des réactions, des témoignages, des critiques, des commentaires. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pardon? Je veux bien ouvrir le bal. Allez-y. Merci, c'est vraiment intéressant. Sur le point de savoir se décentrer, Ouais. si tant est qu'on arrive à se décentrer soi-même, à être capable d'écouter l'autre, si en face de soi on a quelqu'un qui arrive à accepter de nous écouter, mais encore dans la posture de toute façon j'ai raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va quand même arriver à quelque chose? Et sinon, sur ce chemin-là. Bah, il faudra rentrer dans son jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut, ça aussi c'est un truc qui est quand même globalement, et je vois par exemple politiquement, je trouve très mal entendu, très mal pratiqué. Si je veux convaincre quelqu'un de quelque chose, il faut que j'aille à l'endroit où il est. Vous voyez, il faut que je rentre à l'endroit où il est. Si quelqu'un est buté sur une position, il va falloir que j'aille à proximité de cette position pour avoir une chance, vous voyez, de l'infléchir et de la nuancer. Si je dis à quelqu'un « t'as tort, t'as tort, t'as tort », je suis sûr d'aller au conflit. Si je suis capable de lui dire « à cet endroit-là, oui, sans doute, t'as raison », vous voyez, en se décentrant, d'entendre les endroits où peut-être je peux comprendre sa position. Et je peux lui dire que je la comprends.
alors j'ai une chance quand même de créer un fil à partir duquel je puisse détendre quelque chose et faire bouger quelque chose. Si vous voulez dire que dans mon postulat, la personne va dire enfin, moi je suis capable d'accepter de me décentrer et je suis capable de me décentrer, mais en fait j'ai quelqu'un qui n'est pas capable de se décentrer, donc il ne va pas entendre moi ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est pas grave et on va quand même arriver à quand même résoudre les choses, ou est-ce que Ça dépend. il faut quand même que l'autre aussi Oui. arrive un petit peu à se décentrer? Comment je peux l'y amener? Je vous dis, vous ne pourrez l'y amener qu'en l'écoutant, qu'en l'entendant et qu'en lui montrant que vous l'avez entendu. Là, peut-être Oui. qu'on va bouger quelque chose, Ouais. qu'il se sentira entendu. Oui, parce qu'il se sentira entendu. Parce que souvent voilà, il peut y avoir beaucoup de crispation. Après, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui c'est pas possible. Et ça peut être vrai aussi. Et avec des gens avec qui c'est pas possible, bah, il faudra faire en fonction. Vous voyez, il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Et avec qui il faut savoir ne pas discuter. Ça, je fais beaucoup de recrutement. Donc, c'est une autre manière d'adresser des questions de juste place au travail. Je dis beaucoup à des... Et en recrutement, j'essaye toujours de tester la capacité de l'autre à accepter la contradiction. Quand vous sentez, par exemple, dans des entretiens de recrutement, que quelqu'un a toujours raison et que, au fond, il aura toujours raison, pour moi, c'est une raison suffisante pour ne pas le recruter. Sous aucun prétexte. Parce que quelqu'un qui a toujours raison est quelqu'un avec qui on ne peut pas travailler. C'est toujours vrai. Donc, des personnes qui effectivement ont toujours raison, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, sont des personnalités difficiles, effectivement. Mais ceux qui sont vraiment figés sur des postures très fermées sont quand même assez rares. Ce sont souvent des gens d'ailleurs en grande souffrance personnelle, au fond. C'est une grande souffrance personnelle qui génère une grande défense, qui génère comme ça une impossibilité à se remettre en question. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Quand on est confronté à ces gens-là, souvent, on va être obligé à un moment donné de constater qu'on ne peut pas travailler avec eux. Mais avant de constater ça, ouais, souvent, si on accepte d'écouter, si on accepte d'entendre, si on accepte que l'autre puisse être logique à l'endroit où il est, si on accepte qu'il puisse avoir raison d'une certaine manière, et si on a un peu raison, il y a quand même des chances que la situation se détende. Oui, quand même. Je pense que souvent le conflit s'envenime parce qu'il y a une espèce de truc qui se cabre de part et d'autre. Il y a ce refus direct, permanent, d'entendre la position de l'autre. Parfois, l'autre a seulement besoin d'être entendu, d'ailleurs, aussi. Et que quelqu'un qui a été entendu peut devenir aussi beaucoup plus agréable et beaucoup plus conciliant. On s'écoute souvent pas assez. Il faut accepter dans une situation difficile que l'autre, il est logique, qu'il est dans sa logique, il a raison. Vous voyez, il y a un grand enseignant de spiritualité que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent. Par exemple, Eckhart Tolle dit dans un de ses petits livres qui s'appelle Quiétude, dit un truc qui, moi, m'a marqué quand j'étais jeune, dit « si vous aviez son... » je ne sais plus comment il le dit, « si vous aviez son passé, si vous aviez connu sa souffrance, si vous aviez son niveau de conscience, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. » C'est important à un moment de se dire « attendez, pourquoi l'autre il est rentré en conflit là? Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Par quoi il s'est senti blessé? Pourquoi il prend cette position? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre de moi ?» Ça ne veut pas dire lui donner raison, hein, mais ça veut dire accepter d'entendre, de le prendre en compte réellement. Ça peut être, dans un certain nombre de cas, une vraie clé de résolution. Après, si l'autre, c'est un salopard et qu'il veut juste votre tête, effectivement, ça ne va pas marcher. On est d'accord, donc il faut savoir que ça peut être vrai que jusqu'à un certain point. Mais il n'y a pas de raison, en tout cas, de ne pas commencer comme ça. Parce que dans tous les cas, d'ailleurs, tactiquement, ça sera un... Après, peut-être qu'il faudra savoir constater que non, il n'y a pas de... Je vous dis, comme dans l'histoire de mes avocats, que non, il n'y a pas de consensus possible. Et qu'il y en a un qui ne peut plus travailler là, et qu'il faut l'entendre. Et que c'est un service à lui rendre, d'ailleurs, que de l'entendre, et de lui permettre de repartir ailleurs. Parce que c'est souvent le cas. Un collaborateur, par exemple, dans une organisation, qui est vraiment trop en tension avec l'organisation,
c'est que très probablement, il est fait pour ne plus travailler là. Et je le dis sans ironie, hein, il est fait pour aller travailler ailleurs. Ça veut dire que peut-être il a besoin même d'aller faire autre chose ailleurs autrement. Et qu'il faut peut-être l'aider à le reconnaître, de façon à ce qu'il puisse retrouver une place ailleurs qui soit plus juste. Oui, dans le cas de l'Olympique de Marseille que j'évoquais au début, s'ils avaient accepté de discuter, il est évident qu'ils auraient trouvé une solution. S'ils avaient accepté que peut-être tout ça n'était pas si important, s'ils n'étaient pas campés chacun sur leurs égos, etc., ils auraient bien évidemment trouvé une solution. Il y a beaucoup de conflits qui dégénèrent pour de très mauvaises raisons. Voilà. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres témoignages? Comment faire pour gérer une situation quand tu as beaucoup parlé de place, de trouver sa place. Et c'est pas seulement trouver sa place au travail, c'est aussi trouver sa place en tant qu'individu. Comment on fait quand on ne peut pas tout gérer, quand on est manager ou quand on a un collègue en face de soi avec qui on rencontre une problématique? Comment on fait pour gérer quelqu'un dont le problème est de trouver sa place tout court? Pas au travail, mais de trouver sa place en tant qu'individu. C'est-à-dire quelqu'un qui aura l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu en tant qu'individu. Ouais. C'est-à-dire que là, on dépasse les murs du bureau, ouais, bien évidemment. Donc, comme on n'est pas psy, comme on n'est pas là dans une entreprise pour gérer le mal-être, où on ne va pas faire allonger tous les collaborateurs sur un divan. Donc, comment est-ce qu'on gère quand le fait de trouver sa place n'est pas seulement trouver sa place au travail? Bah, on peut gérer que la partie travail, déjà. Le manager n'est responsable que de la partie travail. Il n'est pas responsable du reste, il ne doit pas s'en charger. Donc il est responsable, si le collaborateur a un problème de reconnaissance, le manager n'est responsable que de lui fournir la reconnaissance nécessaire à l'intérieur du cadre. Mais la première chose que le manager peut faire quand même, c'est lui, autant que faire se peut, de bien prendre sa vraie place de manager. Parce que si on est face à quelqu'un, par exemple, qui adopte naturellement des comportements un peu infantiles, parce que effectivement, dans son enfance, il a pris toute la place, on lui a laissé prendre toute la place, et que quelque part, il a toujours un problème avec ça, c'est important que le manager lui prenne vraiment sa place, il redéfinisse vraiment la place, il revienne vraiment au contrat de travail. Et à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et que plus moi je vais prendre ma place, plus je vais aider l'autre à trouver la sienne. Ça, c'est toujours vrai. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, on est d'accord, mais c'est quand même toujours vrai. Moins je vais prendre ma place, moins je vais la prendre de manière juste, et plus je vais laisser à l'autre la possibilité de dériver. Mais après, c'est sûr qu'un manager est responsable que de ce qui se passe à l'intérieur du contrat de travail. Le reste, heureusement, ne le regarde pas. Les entreprises aujourd'hui ont un peu tendance à déborder, à vouloir se charger de ce qui finalement les concerne pas. C'est toujours les questions en coaching, c'est où passe la limite, quoi. Qu'est-ce qui est possible à l'intérieur d'un cadre professionnel payé par l'entreprise et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ce sont des questions trop personnelles pour qu'elles aient à être adressées là. Mais je dirais l'important dans tous les cas, c'est que si l'autre n'est pas à sa place, c'est d'abord de prendre la sienne, profondément, et après de lui rappeler factuellement, objectivement, la place, c'est quoi son rôle, les termes du contrat. Vous voyez, c'est pour ça que parfois les questions de gouvernance sont importantes. À un moment donné, il faut que les responsabilités elles soient claires. Plus des gens vont avoir tendance à déborder dans une équipe, plus il va falloir refaire l'organigramme, refaire les définitions de fonctions, reclarifier qui fait quoi, jusqu'où, quand. Avec des gens qui jouent pas des règles du jeu très collectives, il faut les redéfinir de façon claire. Avec des gens très collaboratifs, on peut se permettre de le laisser libre. Mais il y a quand même un besoin, de toute façon, dans les organisations, de règles du jeu extrêmement précises. Si vous savez ce qu'est l'holacratie, vous savez, donc l'holacratie, c'est le fonctionnement sans manager. C'est en fait le nom presque technique d'une forme d'autogestion. Et bien, en holacratie, il y a un manuel de procédure qui doit faire au moins 36 pages. Parce que si justement il n'y a pas de manager pour dire qui fait quoi, quand, où, il faut quand même que ce soit dit pour que les individus puissent fonctionner ensemble. Il faut qu'il y ait un ensemble de règles. Il ne peut pas ne pas y avoir de règles. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire respecter ces règles, dans tous les cas.
Dans une organisation, on peut pas, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme juridique, quel que soit son objet, quel que soit son objectif, voilà, on ne peut pas ne pas poser des règles. Et on ne peut pas ne pas définir les places. C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner sinon. Et si on les définit pas avec des gens très collaboratifs, d'ailleurs, ils les redéfiniront entre eux. Ils éprouveront nécessairement les besoins de se définir clairement qui fait quoi. À partir du moment où on ne sait plus qui fait quoi, le risque de conflit est majeur. Bien sûr, toujours. Donc c'est pour ça qu'un conflit, c'est toujours un symptôme. Un conflit dans une équipe, ça peut être lié à des personnalités qui ne sont pas en place, qui ne sont pas à leur place, qui veulent d'autres places que la leur, mais ça peut être aussi lié, on le voit souvent. J'ai adressé il y a 2 ans, c'est souvent plus facile à adresser. Les conflits pour défaut de gouvernance sont plus faciles à adresser parce qu'à la limite, il faut remettre de la gouvernance. J'ai géré dans un groupe hôtelier toute une situation conflictuelle dans un groupe en très forte croissance parce que sur toutes les ouvertures de nouveaux hôtels, plus personne ne savait qui devait faire quoi ni comment. Et en plus, il y en avait trop. Donc, bien sûr, il y avait plein de conflits de territoire et plein de conflits de frottement. C'était des gens plutôt très sympas et de très bonne qualité. Donc, ils ont accepté de se remettre autour d'une grande table pendant un séminaire de 3 jours et de redéfinir ensemble la manière dont ils allaient s'organiser différemment. Mais ils avaient bien ce besoin de s'organiser et ce défaut d'organisation, même dans une équipe qui tournait globalement bien, avec des gens plutôt très collaboratifs et réellement très hospitaliers. Les cordonniers ne sont pas toujours mal chaussés. Ils éprouvaient ce besoin que, quand même, les procédures soient définies, les règles soient clarifiées, et que chacun sache clairement, en confiance, jusqu'où il pouvait aller et pas. Un relais, ça fonctionne que quand on sait exactement qui passe le relais à qui, quand, dans quelle zone précise, et qu'on s'est entraîné pour ça. Si on ne le sait pas, c'est le bordel. Si vous faites un 4 x 100 mètres et qu'on ne sait pas dans quel ordre les coureurs vont courir, où est-ce qu'on s'arrête, qui passe le relais, quand, sous quelle forme, nécessairement, ça ne marche pas, même si tout le monde est de très bonne volonté. Or, dans les organisations, il n'y a pas de raison de penser que tout le monde va être de très bonne volonté tout le temps. C'est pas vrai, l'être humain, il n'est pas comme ça, malheureusement. Il n'y aurait que des Bouddhas, mais il n'y aurait que des Bouddhas, il n'y aurait pas d'organisation non plus. Donc, on serait tous en train de prier dans la campagne. Il est 2h moins le quart déjà. Vous avez tous des emplois du temps compliqués. Une dernière question peut-être? Sinon, je vais vous libérer. On va se libérer. J'en ai une dernière. Ouais. Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce que tu aurais des petites références de bouquins à me communiquer pour poursuivre un peu Alors la bonne démarche? Là, comme ça, non. Mais L'art de la guerre. Alors, l'art de la guerre, c'est une bonne. L'art de la guerre, c'est une bonne référence. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est une bonne référence. Je crois qu'on l'a. Ouais. Parce que les tacticiens chinois sont de... Les Chinois n'ont jamais aimé la guerre. Ils ne l'ont jamais fait avec plaisir. Contrairement aux Occidentaux, il y a une culture yang en Occident de la guerre comme un truc noble, héroïque, etc. Alors moi, j'ai écrit un bouquin quand même que je vais vous conseiller au passage, qui s'appelle « Trouver sa place au travail ». Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de trouver vraiment sa place? Je l'ai écrit avec ma compagne qui est psychothérapeute. Donc on a essayé d'emmener ensemble justement des questions vraiment psychologiques, personnelles, et des questions plus de place professionnelle. Donc c'est qu'est-ce que ça veut dire que de trouver vraiment sa place au travail, c'est-à-dire une place qui soit juste pour nous, dans laquelle on puisse s'épanouir agréablement, par rapport à nos objectifs, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos drivers, et qui en même temps soit une vraie place au travail, c'est-à-dire une place où on est un contrat de travail, donc on travaille sous la contrainte pour d'autres, à un endroit où ça puisse être rémunéré. Un grand merci Didier encore. Merci à vous, merci de votre attention.